processus mentaux et extrémisme de droite. Un état des lieux. Afin de saisir le phénomène de l'extrême droite au Québec, cette capsule abordera 4 enjeux. D'abord, pourquoi s'intéresser à l'extrême droite dans le milieu collégial? Ensuite, comment définir le phénomène? Nous poursuivrons en nous demandant quel est l'état actuel de l'extrême droite au Québec. Et finalement, nous nous demanderons en tant que professeurs pourquoi doit-on rester vigilant? L'extrême droite est un phénomène qui a fait de plus en plus d'adeptes dans les dernières années, et nous avons toutes sortes de croyances et d'idées préconçues à l'égard des personnes qui s'engagent dans ce type de mouvement. L'une de ces idées consiste à penser qu'elles sont irréfléchies ou irrationnelles, ou encore que si elles se laissent séduire par l'extrémisme, c'est en raison de troubles de la personnalité ou de maladies mentales. Le sociologue Gérald Bronner montre pourtant que ce n'est pas le cas. Selon lui, les individus qui s'engagent dans des groupes extrémistes peuvent avoir des raisons de le faire, sans pour autant avoir raison. Ainsi, mieux saisir objectivement leur motivation apparaît comme un exercice indispensable pour comprendre le phénomène de l'extrême droite et son attrait auprès de certains jeunes. Il ne s'agit surtout pas d'endosser ou de légitimer leur position idéologique, mais de nous placer dans une posture d'écoute et d'ouverture, en essayant, momentanément, de voir le monde à travers leurs yeux. Comme professeurs, nous pourrons ainsi mieux les soutenir et mieux les accompagner. L'extrême droite n'est pas un phénomène nouveau au Québec. On observe toutefois une hausse importante de ces activités depuis 2010, et comme ailleurs dans le monde, celle-ci a rapidement investi les médias sociaux afin de s'adresser directement à un large public. Avides utilisateurs des nouvelles technologies, les jeunes cégepiens sont donc davantage à risque d'être exposés à du contenu haineux ou à des idéologies extrêmes. Cette exposition survient à un moment crucial de leur vie, alors que leur personnalité est en pleine formation. En effet, le cégep est une période où les jeunes prennent de plus en plus conscience du monde qui les entoure, de ses contradictions, de ses injustices et de ses dysfonctionnements. C'est aussi une période cruciale durant laquelle les jeunes forgent leurs opinions politiques. Dans plusieurs cas, cette construction identitaire s'effectue sur le mode d'une opposition aux normes de la société, dite mainstream. Cela place les jeunes dans une position de vulnérabilité et peut contribuer à alimenter un processus de radicalisation qui les amènera à endosser des idéologies haineuses et parfois violentes, comme celle de l'extrême droite. En tant que professeurs, nous sommes des acteurs privilégiés durant cette période cruciale de la vie des jeunes. Nous pouvons exercer une influence positive en les aidant à développer leur pensée critique et en les outillant afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de la pensée extrême. Cette formation nous aidera à mieux comprendre le phénomène de l'extrême droite afin de mieux intervenir auprès de nos étudiants. Pour définir l'extrême droite, il faut commencer par se demander pourquoi elle est de droite. Plusieurs se basent sur le rapport à l'intervention de l'État pour distinguer la gauche et la droite. La gauche souhaiterait plus d'État, tandis que la droite en voudrait moins. Cette vision simpliste ne correspond pas à la réalité. Si certains courants d'extrême gauche, comme le communisme, militent en faveur d'un État très puissant, d'autres, comme l'anarchisme, prônent plutôt son abolition pure et simple. La même chose s'observe à l'extrême droite. Si des courants comme le fascisme réclament un État très puissant, d'autres, comme le libertarisme, sont en faveur de son abolition pure et simple. Ainsi, plutôt que le rapport à l'État, c'est le rapport à l'égalité qui nous permettra le mieux de distinguer entre la droite et la gauche.
D'un côté, la gauche va promouvoir l'idée d'une égalité entre tous. Elle souhaite réduire les inégalités et accorde une grande importance au fait de protéger les plus vulnérables. La droite n'est pas du tout d'accord avec cette vision du monde. Pour la droite, les inégalités sont normales et naturelles. En effet, pour la droite, il y a toujours des gagnants et des perdants, et chacun doit lutter contre les autres pour en sortir gagnant. Dans cette optique, il paraît normal que les forts survivent et que les faibles disparaissent. Cela est même positif, puisque ça conduit à une sélection naturelle qui, en définitive, améliore l'ensemble de la société. Pour la droite économique, par exemple, c'est la compétition entre les entreprises qui nourrit l'innovation et favorise la prospérité de tous. Les entreprises qui font faillite n'étaient tout simplement pas suffisamment adaptées. Pour les droites fascistes, c'est la lutte entre les peuples et les cultures qui permettrait aux civilisations de croître et de prospérer. Maintenant que nous avons bien compris pourquoi l'extrême droite est de droite, nous tenterons de comprendre pourquoi elle est extrême. Le concept de fenêtre d'Overton permet d'illustrer la notion d'acceptabilité sociale, et il nous sera utile pour répondre à cette question. Les éléments qui se situent à l'intérieur de la fenêtre d'Overton sont considérés comme acceptables socialement, même s'ils peuvent constituer des sujets sensibles. Les éléments qui se retrouvent à la limite de l'acceptabilité sociale seront qualifiés de radicaux, tandis que ceux qui franchissent la limite seront qualifiés d'extrêmes. Un mouvement politique peut être qualifié d'extrême en fonction de ses idées, ses attitudes et ses méthodes. Dans le cas qui nous intéresse, l'extrême droite sera qualifiée d'extrême dans la mesure où elle tend à rejeter les valeurs et les institutions qui sont centrales à nos sociétés contemporaines, que ce soit la démocratie, le pluralisme ou l'égalité entre les citoyens. Au niveau des attitudes, les extrémistes se caractérisent par un certain degré de dogmatisme et un refus de la nuance. Nous sommes soit avec eux, soit contre eux. Il n'y a pas de place pour des positions intermédiaires. Cette attitude fait en sorte que les extrémistes de droite vont à l'encontre des valeurs de nos sociétés démocratiques, selon lesquelles les problèmes doivent trouver leur solution à travers une discussion nuancée basée sur la recherche du compromis. Enfin, du point de vue des méthodes, les extrémistes se situent à l'extérieur de la fenêtre d'Overton dans la mesure où ils utilisent des actions qui transgressent les limites de l'acceptabilité sociale. On peut penser à des actions violentes comme du harcèlement, de l'intimidation ou du terrorisme. Au cours de la dernière décennie, l'extrême droite a connu une forte croissance au Québec. En effet, les activités de l'extrême droite ont fait un bond de plus de 6 000 % entre 2010 et 2020, passant de 2 à 129 événements publics chaque année. Ces événements ont pris la forme de manifestations, mais aussi de conférences, de concerts et d'autres types d'activités militantes, comme des campagnes d'affichage ou des distributions de tracts. Durant ces 10 années, l'extrême droite québécoise a suivi un développement en 4 temps. La première phase a eu lieu entre 2010 et 2013. Elle correspond à une période de germination. À cette époque, l'extrême droite est un phénomène très marginal. Il se limite à quelques groupes skinheads qui organisent des concerts. Il y a peu d'activités et le mouvement est peu structuré. On observe néanmoins que différentes idées chères à l'extrême droite commencent à circuler plus librement au sein de la société québécoise, suite à des événements comme les attentats du 11 septembre ou les débats sur les accommodements raisonnables et la Charte des valeurs. La circulation de ces idées va donner lieu à la deuxième phase, qui s'étend de 2014 à 2016. Celle-ci correspond à une phase d'éclosion durant laquelle on assiste à la création d'une quinzaine de nouveaux groupes.
On passe ainsi d'une moyenne de 10 activités chaque année pour la période précédente à 34 entre 2014 et 2016. Ce sont les conférences qui représentent le principal type d'activité au cours de cette période. Cela suggère que l'extrême droite québécoise cherche alors à développer sa doctrine et ses stratégies. À mesure que de nouveaux groupes apparaissent, ils s'organisent et forment des réseaux. L'extrême droite québécoise devient de mieux en mieux structurée et de plus en plus visible dans l'espace public. Elle attire aussi davantage de militants. Nous entrons alors dans la troisième phase, qui est une phase de croissance et de maturation. Celle-ci s'étend de 2017 à 2019. Cette phase coïncide avec l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, de même qu'avec l'attentat à la mosquée de Québec. Durant cette période, divers partis politiques tentent de s'approprier les thèmes de l'identité et de la culture afin de gagner des électeurs. Les militants de l'extrême droite québécoise tendent alors à devenir de moins en moins complexés et ils commencent à sortir dans la rue pour exprimer publiquement leurs idées. Le nombre de manifestations augmente fortement. Il y en aura près de 20 par année entre 2017 et 2019, alors qu'on en comptait en moyenne 2,5 entre 2010 et 2016. Finalement, la décennie se conclut en 2020 avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19. L'extrême droite connaît alors une phase de mutation importante. Jusque-là, ces discours étaient surtout axés sur des enjeux liés à l'identité et à l'immigration. Mais dans le contexte de la pandémie, l'extrême droite va recadrer son approche. Elle va adopter un discours de plus en plus radical et agressif, centré sur un rejet explicite de la démocratie et de ses institutions, comme les parlements, les tribunaux, les universités, la science et les médias. Avec les mesures sévères imposées par le gouvernement, ce discours semble rejoindre une part croissante de la population. L'année 2020 sera ainsi la plus active de la décennie pour l'extrême droite québécoise, qui a organisé ou participé à pas moins de 129 événements, dont un grand nombre de manifestations. 2020 sera aussi l'année la plus violente, avec de nombreux actes d'intimidation, de harcèlement, de menaces ou d'agressions répertoriés. Ces tendances à la hausse témoignent d'une polarisation croissante au sein de notre société et devraient nous amener à rester vigilants face à la pensée extrême. On peut se demander pourquoi il est important pour nous, en tant que professeurs, de rester vigilants face à l'extrémisme de droite et la radicalisation parmi nos étudiantes et étudiants. Est-ce vraiment notre rôle? Nous croyons que oui. Parce que les données les plus récentes montrent que les crimes et les incidents haineux ont connu une forte augmentation au Québec depuis 2010. La normalisation des idéologies de l'extrême droite a donc des impacts directs dans la vie de milliers de personnes, y compris nos étudiants et étudiantes issus de minorités ethniques, religieuses, culturelles ou sexuelles. Parce que la pensée extrême est une pensée dogmatique qui ne permet pas les discussions sereines et nuancées nécessaires à un climat d'apprentissage sain. Au contraire, la pensée extrême tend à alimenter les tensions et à attiser les conflits. Elle peut également amener certains étudiants à s'auto-censurer, de peur d'être la cible de commentaires haineux. Cette situation peut nuire à la réussite scolaire, en plus d'affecter la santé physique et mentale des étudiants et étudiantes. Parce que les jeunes qui se radicalisent et qui s'engagent dans des mouvements extrémistes s'exposent à des risques et à des conséquences psychologiques, physiques, sociales, juridiques, financières, etc., qui pourraient avoir des impacts sérieux sur leur avenir. Parce que, comme professeurs, nous avons un rôle à jouer auprès des étudiants et des étudiantes pour les aider à développer un esprit critique et leur éviter de tomber dans les pièges de la pensée extrême. Enfin, parce qu'en prenant au sérieux ce que ces jeunes cherchent à exprimer à travers leur engagement politique et en comprenant bien leur point de vue, nous serons mieux en mesure de les soutenir et de les accompagner dans leur cheminement.
Consultez le matériel complémentaire et les exercices interactifs sur la plateforme Polaris et sur le site du Sophir.